Le ciel était fin et fragile à cette altitude. Un champ pâle de lumière froide s'étendant au-dessus des nuages. À travers la verrière d'un chasseur allemand, un pilote solitaire observait les silhouettes en dessous de lui grimper avec une lenteur douloureuse. Leurs ailes semblaient trop petites, leur fuselage trop épais, leurs mouvements trop lourds pour l'arène brutale dans laquelle ils entraient. De son masque à oxygène venait la trace faible d'un rire, une incrédulité tranquille que quelque chose de cette forme puisse survivre au monde qui attendait au-dessus de la France. Mais la guerre a une façon de réécrire ses propres règles. Ce que ces pilotes ont vu ce matin-là n'était pas de simples machines luttant vers le combat. Ils regardaient les premiers pas d'une arme construite sur une vision différente de la puissance aérienne. Une machine qui transformerait le ridicule en peur et ferait pencher la balance des cieux. L'écart entre ce que l'œil pouvait voir et ce que l'histoire se souviendrait était assez large pour engloutir une force aérienne entière. Et quelque part dans cet air mince et glacial pendait la question qui définirait les mois à venir. Que se passe-t-il quand un chasseur qui n'aurait pas dû fonctionner devient celui auquel aucun ennemi ne peut échapper? L'histoire commence vraiment bien avant ses premières rencontres au-dessus de la France. À l'été 1940, alors que l'Europe brûlait sous l'avancée rapide de la puissance aérienne allemande, les planificateurs américains ont étudié les décombres des pays tombés et ont compris une vérité aussi froide que l'acier qu'ils allaient bientôt forger. Si la prochaine guerre devait être gagnée, elle le serait à haute altitude. Les chasseurs allemands avaient tranché dans les cieux avec une précision mortelle. Et les États-Unis avaient besoin de quelque chose qui pouvait atteindre plus haut, frapper plus fort et endurer le genre de punition qui brisait les machines moins solides. Quand les ingénieurs de Republic Aviation ont reçu les spécifications urgentes de l'armée, ils ont fait face à un dilemme qui frôlait l'impossible. La conception traditionnelle de chasseurs favorisait les châssis légers, les ailes agiles et les mouvements rapides. Mais la menace qui s'élevait maintenant au-dessus de l'Europe exigeait un chasseur construit autour d'une philosophie différente. Alexander Kartveli, le concepteur d'origine géorgienne chargé de la tâche, a fait un choix qui a étonné même sa propre équipe. Il ne construirait pas un Spitfire plus élégant ou un Messerschmitt plus épuré. Il construirait quelque chose de plus grand, plus fort et beaucoup plus puissant que tout ce qui était en service américain. Le prototype qui a émergé, le XP-47B, ne s'est pas glissé dans l'air autant qu'il s'est frayé un chemin vers le haut. Son moteur massif turbocompressé remplissait le fuselage comme un cœur battant de métal et de feu. Ses ailes portaient le poids de 8 mitrailleuses lourdes. Sa silhouette semblait maladroite. Ses proportions alarmantes. Les pilotes d'essai l'approchaient avec le même respect inquiet que les soldats donnent à l'artillerie inconnue. Et pourtant, quand les gaz s'ouvraient, l'avion grimpait comme s'il avait trouvé un chemin secret à travers le ciel. Mais le progrès est venu à un coup terrible. Entre fin 1942 et début 1943, les escadrons d'entraînement ont lutté pour dompter la machine. L'avion faisait des vrilles au sol, sans avertissement. Il basculait par le couple s'il était manipulé négligemment et plongeait si férocement que les pilotes sentaient parfois les commandes gelées sous leurs mains. Les statistiques étaient sinistres. Des dizaines d'avions perdus. Trop de jeunes aviateurs tués avant même d'avoir vu un ennemi. Le Thunderbolt semblait moins une promesse qu'une menace qui se retournait vers l'intérieur. Malgré tout, la conception refusait d'être jugée sur les premières impressions. Ceux qui ont survécu aux premiers mois ont appris que sous sa taille se cachait un moteur qui refusait d'abandonner et un châssis qui pouvait absorber la punition sans s'effondrer. Quand le combat est finalement venu aux chasseurs lourds au printemps 1943, le champ de bataille a introduit un autre défi. Le Thunderbolt ne pouvait pas tourner avec les chasseurs allemands. Il ne pouvait pas grimper avec eux à des altitudes plus basses. Et dans ces premières semaines, les pertes s'accumulaient tandis que les victoires restaient douloureusement rares. Pour la Luftwaffe, cela ne faisait que confirmer ce qu'ils croyaient déjà. Les Américains avaient apporté une idée erronée dans les cieux d'Europe. Une machine trop grosse, trop lourde, trop lente. Un chasseur qui ne méritait pas ce nom. Ce qu'ils ont manqué dans ces premiers mois chaotiques était le changement subtil déjà en train de prendre forme. Le Poirancept survivait à des coups qui auraient déchiré leurs propres avions et il transportait un système d'armement dont les conséquences complètes n'avaient pas encore été ressenties. La tempête n'était pas arrivée, mais sa première ombre avait déjà traversé l'horizon.
Le tournant est arrivé non pas avec une victoire, mais avec une survie qui aurait dû être impossible. Un matin de juin 1943, alors qu'une formation de Quarantsept traversait la côte de France, les Allemands ont frappé avec l'efficacité de chasseurs qui connaissaient leur proie. 6 490 sont descendus du soleil, leurs obus de canon marchant à travers le ciel. En quelques secondes, un jeune pilote américain nommé Robert S. Johnson s'est retrouvé dans un cockpit déchiqueté par le feu, sa verrière brisée, ses instruments défaillants et son propre sang s'accumulant sous lui. Selon toutes les règles du combat aérien, son vol aurait dû se terminer là. Au lieu de cela, le Thunderbolt s'est tenu ensemble, vibrant, brûlant, refusant de se rendre. Quand un FW5-90 solitaire a plongé derrière lui et a vidé tout son arsenal dans l'avion blessé, le pilote allemand ne s'attendait à rien de plus qu'à des débris à la dérive. Ce qu'il a vu à la place était une machine qui absorbait chaque obus, chaque rafale, et continuait quand même à griffer vers la Manche. Quand Johnson a finalement atterri en Angleterre, les équipes ont arrêté de compter les trous après avoir atteint 200. Dans ces décombres se trouvait la première preuve indéniable de ce qu'était vraiment l'avion. Alors que les Allemands riaient de sa taille, les Américains ont commencé à découvrir sa logique. Le Thunderbolt ne gagnait pas en égalant le rayon de virage du FW100-90 ou la montée du Bishop 109. Il gagnait en imposant une nouvelle géométrie au combat aérien. Haut au-dessus de 7600 mètres, où les moteurs allemands haletaient pour l'air, le P-47 restait puissant et stable. Et en piqué, rien dans le ciel européen ne pouvait le suivre. Ce poids moqué quelques semaines plus tôt devenait une arme quand il était converti en vitesse. C'est durant ces mois que des commandants comme Hubert Zemke et Walker Budmahurin ont remodelé la façon dont les pilotes américains se battaient. Plutôt que de se battre en cercle serré, ils montaient au bord de la stratosphère, attendaient et frappaient avec la violence d'acier en chute. Ils appelaient ça « boom and zoom ». Les pilotes allemands avaient un autre nom pour ça. Le moment où le ciel s'effondre. Au fond de ces piquets, 8 mitrailleuses lourdes parlaient à la fois, leur flux de feu convergeant en une sphère de destruction de 1,80 m. Tout ce qui entrait dans cette sphère ne tombait pas simplement, il se désintégrait. La mission au-dessus de Schweinfurt et Ratisbonne a révélé cette vérité avec une clarté brutale. Quand un vol de Quarantsept a intercepté des Bf-110 prêts à attaquer des bombardiers américains, la formation allemande s'est désintégrée en quelques secondes. Les témoins décrivent des ailes s'arrachant, des fuselages se déchiquetant en fragments métalliques, des avions disparaissant comme effacés de l'air. Ce n'était pas de la grâce, ce n'était pas de l'élégance, c'était la puissance de feu industriel distillée dans un châssis de chasseur. Fin été, les rapports à l'intérieur de la Luftwaffe ont commencé à changer de ton. Les pilotes revenant du combat décrivaient des Thunderbolts plongeant plus vite que ce qu'ils croyaient physiquement possible, grimpant avec une nouvelle confiance et délivrant un feu si dense que la survie dépendait plus de la chance que de la compétence. L'ennemi n'avait pas changé leur avion. Ils avaient changé la façon dont ils l'utilisaient. Et lentement, l'équilibre du ciel européen a commencé à basculer. La machine, autrefois rejetée comme une bouteille de lait volante, devenait quelque chose d'entièrement différent. Pas un prédateur défini par l'agilité, mais une force définie par l'inévitabilité. Le genre d'arme qui n'avait pas besoin de gagner le premier combat pour dominer la guerre qui suivait. Le véritable changement dans la guerre aérienne est devenu indéniable à l'automne 1943, quand l'altitude elle-même est passée d'un avantage allemand à une faiblesse allemande. À 8500 mètres et au-dessus, les VW190 et Bishop 109, autrefois dominants, ont commencé à perdre leur souffle. Leurs moteurs, superbes à altitude moyenne, luttaient dans l'air raréfié. Les commandes semblaient lourdes. Le taux de montée s'estompait. L'horizon se rétrécissait en un endroit où les secondes comptaient. C'est dans cette couche de ciel impitoyable que Hans Philipp, l'un des as les plus décorés d'Allemagne, a rencontré le Thunderbolt sur son propre terrain. Son palmarès était extraordinaire. Plus de 200 victoires sur les fronts Est et Ouest. Un pilote dont les instincts avaient été aiguisés par des années de survie. Mais l'expérience ne pouvait pas compenser la physique. Quand les P-47 du 56e groupe de chasse ont plongé dans le combat d'en haut,
Ils sont arrivés avec une vitesse que Philippe ne pouvait ni égaler ni fuir. Une rafale de tirs de calibre 50 a tracé à travers son avion et en un instant, le FW-104 vint 10 secondes et désintégré en flammes et fragments. Pour la Luftwaffe, ce n'était pas seulement la perte d'un pilote, c'était la perte de la certitude. Le quartier général a exigé des réponses. Des enquêtes ont suivi. Les rapports remontant jusqu'au bureau de Göring étaient clairs. Le chasseur américain surpassait les types allemands en altitude, possédait une intégrité structurelle au-delà des attentes et délivrait une puissance de feu qui surpassait les intercepteurs équipés de canons en combat soutenu. Le message, sous le jargon technique, était simple. La Luftwaffe ne contrôlait plus le ciel. Puis est venu un développement encore plus troublant. Le Thunderbolt a évolué avec l'introduction de l'hélice à pales larges sur les variantes Poirant-Sepd. Le taux de montée a augmenté. L'accélération s'est améliorée. La machine qui avait autrefois avancé péniblement dans la basse atmosphère poussait maintenant vers le haut avec une force surprenante. Les pilotes allemands, habitués à bondir sur les Américains d'en haut, se trouvaient confrontés à un chasseur qui pouvait combler l'écart vertical. Les engagements autrefois dictés par la Luftwaffe appartenaient maintenant à celui qui détenait le plus d'altitude et de nerfs, et de plus en plus, c'était un Thunderbolt. Au moment où les planificateurs alliés ont commencé à façonner l'invasion de la France, le P-47 avait grandi dans un nouveau rôle, un qui graverait sa réputation dans la mémoire de chaque soldat qui combattait en dessous. Les mêmes canons qui déchiraient les chasseurs déchiquetaient maintenant les convois, les lignes ferroviaires, les colonnes de chars et les routes d'approvisionnement. Quand les premières vagues ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, plus de 500 Thunderbolts patrouillaient les plages. Les avions allemands, qui ont tenté de percer, ont trouvé le ciel empilé de chasseurs américains du niveau de la mer au bord de la stratosphère. Les survivants de la Luftwaffe se souvenaient de l'expérience avec une sorte d'horreur silencieuse. Un seul passage d'un P-47 pouvait effacer une colonne de véhicules. Le son de son moteur en piqué devenait un avertissement que personne ne pouvait distancer. Les troupes parlaient de la terre qui explosait sous eux, de camions se transformant en boules de feu, du silence brutal soudain après qu'une rafale de balles de calibre 50 ait déchiré le monde. Et sous ces moments de champ de bataille se trouvait une vérité plus profonde. La Luftwaffe ne se battait plus pour la supériorité aérienne. Elle se battait pour la survie. Chaque jour, le Thunderbolt restait dans le ciel. Cette survie glissait plus loin de portée. Ce qui séparait les États-Unis de leur ennemi n'était pas simplement la conception d'un seul chasseur, mais la philosophie qu'il avait produit. Les planificateurs américains ne voyaient pas la puissance aérienne comme un concours d'as en duel. Ils la voyaient comme une campagne industrielle, une lutte où la logistique, l'entraînement et la production comptaient autant que les tactiques. Le Thunderbolt, avec son châssis lourd et sa puissance de feu implacable, était l'expression naturelle de cette vision du monde. Les usines de New York et de l'Indiana livraient des avions à un rythme qui étonnait même les commandants alliés. Ce que la Luftwaffe détruisait lors d'un raid matinal pouvait être remplacé le lendemain. Des mécaniciens qualifiés maintenaient les escadrons en vol avec une abondance de pièces détachées. Les pilotes s'entraînaient avec des munitions et du carburant en quantité que les unités allemandes ne pouvaient qu'imaginer. Quand un groupe de chasse américain arrivait sur le théâtre, ces aviateurs portaient des centaines d'heures d'entraînement, une pratique disciplinée en formation et une familiarité profonde avec leur avion. Les stagiaires allemands en 1944 entraient souvent au combat avec moins de 100 heures de temps de vol total. Alors que les unités de Poirant-Sepd passaient à leur rôle élargi, le monde au sens large a commencé à saisir les implications. Les Alliés ont compris que la puissance aérienne américaine ne reposait plus sur la brillance individuelle, mais sur un système capable de pression soutenue. Intercepter les bombardiers, garder les plages de Normandie, chasser les colonnes blindées ou escorter les formations profondément en Allemagne sont devenus des parties d'une seule stratégie unifiée. La supériorité aérienne n'était pas l'objectif. C'était la fondation sur laquelle reposait toute autre opération. Pour la Luftwaffe, cette transformation était dévastatrice. Plus l'Allemagne luttait, plus le système américain s'intensifiait. L'opération Bodenplatte, l'offensive désespérée du jour de l'an 1945,
a illustré le déséquilibre avec une clarté douloureuse. Les chasseurs allemands ont détruit des dizaines d'avions américains au sol. Mais leur victoire s'est évaporée en quelques heures alors que des Thunderbolts de remplacement sortaient des transports et sur des aires de stationnement fraîches. La Luftwaffe, déjà paralysée par les pénuries de carburant et la perte de pilotes vétérans, n'avait pas une telle réserve. Chaque aviateur tombé représentait une expérience qui ne pourrait jamais être remplacée. À la fin de la guerre, les commandants allemands eux-mêmes parlaient ouvertement des leçons stratégiques. Ils ont admis que le courage et l'habileté tactique ne pouvaient pas surmonter une nation capable de créer une force écrasante dans les airs. Mission après mission, mois après mois, le monde observant depuis les ruines de l'Europe et du Pacifique comprenait clairement le message. La guerre moderne appartenait non pas à l'avion qui éblouissait dans un combat tournant, mais à la machine soutenue par un système assez puissant pour la maintenir. Dans les derniers mois de la guerre, quand les cieux au-dessus de l'Europe se sont calmés et que la fumée a commencé à s'éclaircir, le Thunderbolt se tenait comme plus qu'une machine de métal et de feu. Il était devenu un symbole d'un type différent de force. Le genre construit non pas d'élégance ou d'agilité, mais d'endurance, de discipline et de la vaste volonté industrielle d'une nation déterminée à façonner le cours de l'histoire. L'avion qui avait autrefois suscité le rire portait maintenant le poids d'innombrables missions, d'innombrables vies sauvées et d'innombrables histoires qui résonneraient longtemps après que les canons se soient tus. Pour les pilotes qui l'ont piloté, le P-47 n'a jamais été simplement un chasseur. C'était un compagnon dans les heures les plus impitoyables de leur vie, un bouclier forgé par l'industrie américaine, et un rappel que la survie dépendait souvent de la marge entre ce qu'une machine pouvait endurer et ce qu'un cœur humain pouvait porter. Beaucoup sont rentrés chez eux avec des souvenirs du piquet tonitruant, de la cellule tremblante et du rythme régulier de ces 8 mitrailleuses de calibre 50. D'autres ne sont pas revenus du tout, mais leur héritage reste tissé dans l'acier de chaque Thunderbolt survivant et les histoires racontées autour de lui. Pour leurs adversaires, le souvenir était différent. Les pilotes allemands, qui s'étaient autrefois moqués de la silhouette volumineuse, ont parlé plus tard de la terreur qui s'installait dans leur estomac quand ils entendaient son rugissement incomparable. Au sol, les soldats se souvenaient de l'ombre passant au-dessus d'une route ou d'un champ, suivie d'une tempête de feu qui changeait le cours d'une bataille, avant que quiconque ne puisse réagir. La transformation du ridicule à la peur n'était pas graduelle, elle était absolue. Aujourd'hui, quand les visiteurs marchent dans les musées et se tiennent devant l'avion restauré, ils voient une machine de guerre au repos. Sa peinture polie, son histoire condensée en plaques et exposition silencieuse. Mais la vérité va plus profond. Le P-47 raconte l'histoire d'une nation découvrant que son plus grand pouvoir ne résidait pas seulement dans l'invention, mais dans la capacité de construire, approvisionner, former et soutenir à une échelle que le monde n'avait jamais vue. C'est un rappel que les guerres sont gagnées non seulement par des moments d'héroïsme, mais par des systèmes qui se lèvent pour répondre aux exigences de l'histoire. Et peut être que c'est la leçon durable du Thunderbolt, que la force, quand elle est associée à un but, devient quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Alors que vous réfléchissez à ce voyage, considérez ce que cette histoire révèle sur la résilience, le sacrifice et les choix qui façonnent le monde moderne. Si vous avez trouvé un sens dans cette histoire, partagez vos pensées. Quelle partie de l'héritage du Thunderbolt vous parle le plus profondément? Et quelles leçons de cette époque croyez-vous encore importantes?